On va continuer sans transition et on va donc avoir Maître Alseni Sall de... Alseni Silla, pardon. Hein? Alseni Sall. Sall, de l'OGDH. En attendant, oui, Emmanuel, vite fait. La menace du ministre est claire, mais est-ce que dans la réalité, pour être réaliste, est-ce que c'est possible renvoyer tout le monde, par toutes les parties confondues, défense, partie civile, et les faire remplacer comme il a dit? Est-ce qu'il faut prendre ce risque-là? Je pense que c'est un risque qui pourrait être très coûteux. Très coûteux dans la mesure où déjà vous avez des accusés, des prévenus qui ont estimé la volonté de se faire défendre par des avocats qu'ils ont choisis eux-mêmes, donc qui veulent être défendus par les avocats en question. Si vous décidez de votre gré de les renvoyer, évidemment vous tombez déjà en porte-à-faux avec le choix du prévenu lui-même. Ça, c'est un premier problème. Le deuxième risque que cela peut aussi comporter, c'est le retard que ça peut causer dans le déroulement du procès. Parce qu'un avocat ne va pas prendre en marche un dossier qui est instruit durant 13 ans et que vous lui demandiez d'être à la barre dans une semaine. C'est pas possible. Il aura peut-être besoin de s'imprégner de la situation, peut-être même de lui aussi faire ses propres investigations pour être préparé suffisamment. Donc ça veut dire qu'il faudra peut-être mettre une parenthèse sur le procès du 28 septembre pour plusieurs mois dans ce cas, pour que ces avocats commis d'office puissent travailler sur le dossier. Donc c'est un risque assez risque de mon point de vue que le ministre de la Justice ne devait pas prendre pour le moment en tout cas. Bien, voilà. Alors donc on va donc avoir Maître Alseni qui est en direct. Alseni Sall. Alseni Sall. Voilà. Monsieur Alseni Sall, bonjour. Bonjour Mamadouri, effectivement c'est Alseni Sall, je dis pas maître, je suis le chargé de communication de l'OGDH. Merci pour la précision. Oui, Lincoln. Alors, comment l'OGDH observe cette scène par rapport au procès? Et plus loin, le ministre menace de remplacer ses avocats pour commettre d'office d'autres avocats. Et est-ce que cela pourrait jouer sur le procès de votre côté? Et comment prenez tout cela aujourd'hui? Ben écoutez, c'est une situation que nous suivons avec beaucoup de préoccupation, car comme vous le savez, et depuis 13 ans, nos organisations, je parle de la FIDH, de l'OGDH et de l'ADIPA, on travaille aux côtés des victimes pour obtenir justice dans ce procès. Évidemment, donc nous avons été agréablement surpris par les autorités de la transition, en tout cas d'avoir exprimé cette volonté d'ouvrir ce procès. Bien. Donc nous suivons ce procès depuis le début. Et aujourd'hui, quand même, je rappelle quand même que comme en vertu du statut de Rome, la Guinée s'est engagée à prendre toutes les mesures possibles pour juger ce dossier. Et ce qui se passe actuellement, nous pensons quand même que il y a des incompréhensions, évidemment, entre le ministre et les avocats. Et pour nous, une réunion de concertation entre le ministre et ses avocats permettait de régler cette question parce que, comme vous le savez, il y a tellement de choses qui ont été annoncées par rapport à l'organisation de ce procès. Je pense que ce sont toutes ces annonces et promesses qui ont fait qu'aujourd'hui, on est dans cette situation. Pour nous, il faut vraiment qu'on tienne une réunion entre les avocats et le ministère pour qu'on puisse vraiment trouver un plan de rapprochement pour que ce procès continue. Oui, parmi ces annonces, il y a celles faites par des représentations diplomatiques et des organismes internationaux qui ont promis d'apporter, en tout cas, des fonds dans le cadre, en tout cas, de la tenue de ce procès, de l'appui de ce procès. Est-ce que, à date, cette aide est disponible? Parce que le ministre de la Justice dit que aucun partenaire n'a mis aucun fonds et que c'est l'État qui, depuis l'ouverture de ce procès, a pris en charge son fonctionnement. Mais tout à fait, quand même, ça fait partie des préoccupations que nous avons relevées, que nous avons discuté avec des partenaires. Et parmi les partenaires, il y en a qui disent qu'ils s'étaient engagés à financer le procès et en 2018, comme le procès n'était pas ouvert, et donc le fonds qui avait été prévu n'est plus disponible. Donc il faut travailler à trouver d'autres fonds. Et évidemment, mais comme vous le savez, normalement, et selon le statut de Rome, quand un État s'engage à juger, c'est lui d'abord qui doit juger ce dossier. Maintenant, évidemment, je suis entièrement aussi d'accord avec vous parce que en 2018, il y a un comité de pilotage qui a été créé, en tout cas composé des partenaires internationaux notamment, et comme vous le savez, l'Union européenne, les États-Unis et tant d'autres, pour justement accompagner l'organisation de ce procès. Et aujourd'hui, c'est quand même quelque chose que nous ne comprenons pas tous, c'est que ce procès est cité comme un exemple quand même de complémentarité entre la CPI et une juridiction nationale. Donc nous pensons quand même que normalement ce procès ne devrait pas quand même s'arrêter pour des raisons de financement. Bien. Il faut nécessairement aujourd'hui une implication de ses partenaires aux côtés de l'État guinéen pour ramener tous ces avocats qui sont pour nous des acteurs majeurs
pour la suite de ce procès. Bien. Et du reste, et pour l'essentiel, ce que vous prônez aussi, c'est le rapprochement des positions, le dialogue, pour trouver donc une issue favorable à la reprise de ce procès, n'est-ce pas? Merci beaucoup, Monsieur Alseni, pour cette intervention. Merci, M. Diallo. Merci beaucoup, merci.